Et nous sommes en ligne avec notre invité Jean-Loup Saman. Bonjour, merci de répondre à France 24. Vous êtes chercheur à l'Institut du Moyen-Orient de l'Université nationale de Singapour, chercheur associé également à l'IFRI. Joe Biden, hier, s'est exprimé sur CNN. Avez-vous le sentiment qu'il a tracé une sorte de ligne rouge ? Oui, et d'ailleurs, le terme avait déjà été employé il y a plusieurs semaines par le président Biden. Il avait clairement exprimé le souhait que les Israéliens n'interviennent pas à Rafah. Il avait dit que cela changerait sa position, que ça poserait une véritable conditionnalité à l'aide américaine à Israël. Et ce que l'on voit, c'est que les mouvements militaires israéliens de ces derniers jours ont finalement poussé en fait Biden à estimer qu'il était nécessaire pour sa crédibilité d'agir et d'annoncer la suspension de cette aide militaire. Mais vous y voyez un tournant dans la relation entre les Américains et les Israéliens ? Alors, dans un premier temps, en tout cas, l'administration Biden essaie de dire que non, qu'il ne s'agit pas d'un tournant, et ils essaient surtout d'isoler cette zone de tension autour de la question de l'offensive sur Rafah. Le président Biden, hier, lors de l'intervention sur CNN, a été très clair, cela ne remet pas en cause l'aide militaire par ailleurs des États-Unis auprès d'Israël, et en particulier notamment sur les systèmes de défense tels que Iron Dome, qui sont cruciaux pour la sécurité du territoire israélien. Euh, Au-delà de ça, ce que l'on voit, c'est que depuis 24 heures, les émotions sont très fortes, notamment et assez logiquement en Israël. On a vu des ministres s'exprimer de façon extrêmement virulente contre Biden. La presse israélienne, notamment le Jerusalem Post, parle de trahison. Donc on va, je pense, voir dans les jours à venir si il s'agit d'un événement isolé sur la question de Rafah ou si cela remettrait véritablement en cause les fondamentaux de la relation entre les deux pays. Est-ce que vous pensez que cette menace inédite, cette prise de position de Joe Biden peut là mettre la pression et influencer Netanyahou, ou alors est-ce que c'est peine perdue pour le Premier ministre qui veut lui sauver son gouvernement d'extrême droite ? Alors, d'une part, ce n'est pas inédit. On a eu par le passé de nombreux différends lors des conflits précédents, que ce soit en 1967 ou même en 1973. Il y a eu des différends et qui ont poussé les États-Unis parfois à émettre des menaces ou à même ralentir l'acheminement d'aide militaire. La question ici, effectivement, comme vous le soulignez, c'est est-ce que Netanyahou va privilégier son alliance avec l'extrême droite ou, disons, la relation avec les États-Unis. Je pense que le problème dans lequel finalement Netanyahou s'est lui-même mis, c'est que l'offensive de Rafah est devenue telle dans son discours qu'une reculade sur ce dossier risquerait de le représenter de façon faible. Tout va dépendre, je pense, in fine, de la question des pourparlers autour du cessez-le-feu, de la libération des otages. Si on a par chance, dans les jours à venir, disons, un débouché concret sur ce dossier, peut-être que les Israéliens, et, en tout cas le gouvernement Netanyahou, va revenir sur sa position, du moins rhétorique, vis-à-vis de l'administration Biden et vis-à-vis de l'offensive de Rafah. Alors pour l'instant, sur le terrain, à Rafah, il n'y a pas d'offensive terrestre, à proprement parler, mais une occupation des Israéliens du point de passage côté palestinien. Cette opération, pour vous, elle a forcément reçu le feu vert des Américains, ou du moins il est toléré ? Alors, ce qui est compliqué, c'est que ce que l'on a vu au cours des quelques derniers jours, c'est des manœuvres autour de la ville de Rafah, une manœuvre d'encerclement de la ville et avec une intensification des frappes aériennes, des incursions assez sporadiques, mais qui ne sont pas véritablement une invasion terrestre, une entrée des forces de façon massive dans la ville. Et c'est ce que, il y a 48 heures, à la fois les Israéliens et même les Américains disaient, qu'il ne s'agit pas de manœuvres pour entrer dans Rafah. Et donc là, d'une certaine façon, l'administration Biden a, par la suspension de ces armements, voulu mettre fin à toute ambiguïté sur la possibilité que ces manœuvres des derniers jours puissent mener à une offensive à proprement parler dans la ville. Encore une fois, il faudra voir maintenant dans les heures à venir si les Israéliens estiment que malgré tout, ils comptent y aller parce qu'il en va à la fois de leur stratégie militaire, à la fois de la crédibilité que Netanyahou perçoit pour lui, pour sa personne dans cette opération.
Et effectivement, alors les Américains, eux, ne veulent pas officiellement d'une offensive terrestre sur Rafah à cause de la présence de ces très nombreux civils, hein. On parle de plus d'1 million de Gazaouis, mais on voit mal comment les Israéliens pourraient faire l'impasse sur Rafah, eux qui veulent éradiquer le Hamas. Ça passe forcément par une offensive sur cette grande ville. Disons que le différent avec les États-Unis n'est pas véritablement sur la finalité stratégique, il est sur les garanties apportées pour les populations civiles. Hmm. Et depuis le début, l'administration Biden a été très claire, ils ne veulent pas que la désintégration, la destruction des derniers bataillons du Hamas se fasse au prix de pertes civiles colossales. Au-delà de ça, il y a une véritable question que l'on peut se poser sur savoir si, in fine, la destruction de ces derniers bataillons pourrait véritablement aboutir à la fin de la guerre. Disons que c'est une approche qui est militaro-centrée, qui ne voit le Hamas qu'à travers le nombre de ces bataillons, mais qui ne pose pas vraiment la question de la force politique, la force idéologique du Hamas. Et là, on revient à un sujet plus vaste sur la stratégie de Netanyahou. Et par ailleurs, dernier point, ça ne résout pas la question des otages. Et on a eu, au cours des dernières 24 heures, l'ancien chef d'état-major israélien qui lui-même disait qu'une offensive sur Rafah ne permet pas concrètement de libérer des otages. Donc là, on a encore une fois, depuis le début, une tension entre la question des otages et la question de la destruction du Hamas comme stratégie militaire. Même si les Israéliens estiment que la plupart des otages restants, hein, se trouvent à Rafah. Oui, la question n'est pas de savoir s'ils sont à Rafah, en tout cas, toutes les informations vont en ce sens, mais la question est de savoir si mettre la pression sur le Hamas militairement et lancer une telle offensive dans Rafah peut permettre aujourd'hui la libération des otages. Et c'est, encore une fois, la tension entre ces deux objectifs, destruction du Hamas et libération des otages, qui, depuis le début de cette guerre, a été au cœur en fait, des débats à la fois entre les Américains et les Israéliens, et au sein même de la population israélienne, où on a vu au cours des dernières semaines combien ce sujet est devenu extrêmement difficile pour la population qui veut donner la priorité, d'une part, aux otages, à la libération de nos otages, et pour d'autres, on va, disons, voir plutôt la destruction du Hamas comme objectif final. Un dernier mot, Jean-Loup Saman, sur les Égyptiens, puisqu'ils jouent un rôle crucial, hein. On est vraiment à la frontière avec l'Égypte. On les sent un peu relégués à un rôle de spectateur. Quel est votre avis ? Oui, alors c'est un spectateur contrarié, clairement. Ils ont publiquement dénoncé l'intervention israélienne, puisque les manœuvres auxquelles on a assisté au cours des dernières heures, enfin des derniers jours, remettent en cause une des clauses du traité de paix entre Israël et l'Égypte. Mais comme vous l'avez dit, c'est un spectateur, dans le sens où l'Égypte a une position difficile. D'une part, ils n'ont pas eux-mêmes une bonne relation avec le Hamas et ne souhaitent pas intervenir de quelque façon que ce soit dans Gaza. Et d'autre part, ont encore une relation, disons, diplomatique avec Israël et au-delà d'Israël avec les États-Unis qu'ils ne veulent pas compromettre à travers cette guerre. Donc d'une certaine façon, c'est un spectateur contrarié dans le sens où il ne veut pas être mis devant ces contradictions, en particulier vis-à-vis de sa population qui, bien évidemment, assiste à cette guerre avec un regard extrêmement choqué. Merci infiniment, Jean-Loup Saman, d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis Singapour.